Chaque avancée scientifique raconte une nouvelle histoire. Et ce sont ces histoires, piquantes ou vertigineuses, que nous aimons raconter dans les pages d'Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Chaque semaine, je vous embarque dans l'enquête d'un journaliste de la rédaction. Je suis Valérie Greffose et vous écoutez le podcast d'Epsilon. Ainsi, dès les premiers temps, les mécaniciens Shadok avaient découvert le principe de la machine à transformer la chaleur en énergie mécanique. Comme les Shadok, ça fait maintenant un peu plus de 200 ans qu'on transforme la chaleur en énergie mécanique. Tout ça pour faire tourner nos machines. Et voilà que les physiciens quantiques, ces spécialistes des particules, soupçonnent aujourd'hui qu'il y aurait de l'énergie à tirer de leurs infimes fluctuations. Une idée a priori incongrue, tant les mots énergie et quantique semblent éloignés. Certes, on connaît maintenant l'ordinateur quantique, qui promet de révolutionner le calcul informatique. Mais de là à imaginer un véritable moteur fonctionnant sur ce principe, il y a un gouffre. Et pourtant, depuis quelques années, des machines thermoquantiques prennent forme sur le papier et commencent même à fonctionner dans les laboratoires. Mais il y a bien un moyen de contrôler tous ces appareils. Je vous en prie. Aura-t-on bientôt un frigo quantique dans notre cuisine ? Le journaliste Roman Ikonikov a mené l'enquête auprès de ces physiciens qui manipulent désormais des accumulateurs, valves et autres pistons quantiques. Roman, comment les physiciens en sont-ils venus à penser qu'on pouvait tirer de l'énergie des phénomènes quantiques ? Bon, en réalité, il suffit de regarder la vie au niveau des plantes, à un autre niveau, la biologie. C'est fait de minuscules petites machines qui finalement tirent de l'énergie, soit de la chaleur, c'est-à-dire du soleil par exemple, ou des sources géothermales. Et dans le corps humain, à l'intérieur même des cellules, il existe des machines qu'on appelle des enzymes qui réussissent à accomplir des gestes, disons, microscopiques, et il faut bien que l'énergie vienne de quelque part. Donc, finalement, la nature utilise tous les jours l'énergie quantique. Le problème, c'est que la physique quantique, qui n'a pas encore tout à fait 100 ans, a été une telle douleur de tête pour les physiciens, tellement ces propositions étaient étranges et contre-intuitives, qu'on ne s'est pas vraiment intéressé à la manière dont l'énergie circule et est transformée au niveau quantique. Il y avait bien d'autres problèmes à résoudre avant. Bref, transformer l'énergie calorifique en énergie mécanique, c'était pas gagné. Mais est-ce que c'est pas aussi un petit peu ce qui s'est passé au début de la thermodynamique, il y a un peu plus de 200 ans ? Oui, tout à fait. On a commencé par inventer la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle. Ça marchait et c'est seulement quelques décennies plus tard qu'on a commencé à créer une théorie qui s'appelle la thermodynamique et qui est censée expliquer comment, à partir de chaleur, on obtient du travail mécanique. Ici, c'est un peu l'inverse. On a une théorie et à partir de cette théorie, on se demande comment on pourrait construire une machine. Mais c'est quoi l'énergie dans le monde quantique ? Parce qu'il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de température à cette échelle. Effectivement, la chaleur ou la température, c'est des phénomènes qu'on mesure à notre échelle, mais qui en réalité rendent compte d'une agitation des particules élémentaires. Donc il n'y a que du mouvement à l'échelle des particules. Donc finalement, les lois de la thermodynamique qu'on aimerait appliquer à l'échelle quantique ne marchent plus vraiment, puisqu'il y est question de chaleur, alors que dans le monde quantique, il n'y a pas de chaleur. Donc les chercheurs sont en train d'essayer de définir finalement quelles sont ces valeurs, ces paramètres qui permettraient d'avoir une description un petit peu équivalente
à celle de la thermodynamique, mais à l'échelle quantique. Et pour ça, il faut qu'ils construisent des machines, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est en construisant des prototypes qu'on arrive à avancer au niveau théorique. Puis, quand on avance au niveau théorique, on peut construire des prototypes plus avancés qui vont faire encore avancer davantage la théorie, et c'est ainsi que se crée la science. Car c'était un des principes de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Une machine quantique, ça fonctionne comment? C'est ce que nous explique Alexia Ofève, physicienne au laboratoire Majulab du Centre de technologie quantique de Singapour. Il faut peut-être préciser ce qu'on entend par machine quantique, parce que machine quantique, ça peut vouloir dire un ordinateur quantique est une machine quantique. Donc là, puisqu'on parle aujourd'hui d'énergétique quantique, je pense que ce qu'on a plus en tête, c'est un moteur quantique. Donc un petit objet qui va être capable d'extraire de l'énergie à partir de fluctuations quantiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut bien comprendre que ces machines, pour la plupart, actuellement, elles existent sur le papier. Et il y a encore très très peu d'expériences qui ont permis de montrer qu'on peut fabriquer des moteurs à l'échelle ultime. Donc maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Typiquement, si on considère un système à 2 états, qui est en théorie de l'information, c'est un bit, on va pouvoir coder un 0 et un 1 dessus. Un système à 2 états, si je lui donne une certaine température, l'effet de cette température, ça va être de le faire sauter de 0 à 1 et de 1 à 0 de façon complètement aléatoire et incontrôlée. Et maintenant, le principe d'un moteur, ça va être de ce qu'on appelle rectifier ces fluctuations. On va les ordonner, on va les classer, et finalement, on va faire en sorte de récupérer l'énergie qui a été donnée de manière un peu désordonnée et de s'en servir pour faire quelque chose d'utile. Romane, la plupart de ces machines n'existent encore que sur le papier, ou elles n'en sont qu'au tout début du stade expérimental. Oui, tout à fait. Et il ne faut pas imaginer des machines comme on les connaît habituellement. Ici, en quantique, ce sont des lasers, ce sont des atomes individuels refroidis, ce sont des ions piégés. Enfin, il n'y a pas de cambouis ni de mécanisme là-dedans. Imaginez la difficulté de construire une telle machine au niveau atomique. Et pourtant, partout dans le monde, des laboratoires sont en train d'essayer de le faire, voire de le faire. Plus on pompait, plus il n'y avait rien qui se passait. C'était quand même une sécurité. Bon, Romane, dis-nous franchement, aucune de ces machines ne dégage encore de l'énergie. Je me trompe? Il faut bien comprendre ce qu'on entend par dégager de l'énergie. Aucune machine, qu'elle soit quantique ou macroscopique ou grande, disons, ne va créer de l'énergie à partir de rien. Ça, c'est impossible. Maintenant, l'idée est de transformer une énergie existante, par exemple une agitation thermique, en une énergie utile, qu'on appelle travail. C'est exactement ça qu'essayent de faire les physiciens quantiques dans leur labo. Est-ce que les physiciens ont déjà des applications concrètes en tête? J'ai posé la question à Alexia Ofève. On apprend à construire une technologie, mais je navigue pas dans ma vie de chercheuse avec à l'horizon un ordinateur ou un frigo quantique que je veux fabriquer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'essence des concepts et comment ils s'articulent. Ce qu'il y a, c'est que les concepts qu'on élabore au niveau fondamental, ils peuvent être, avec un peu de travail, très très utiles pour comprendre ce que va être le coût énergétique des technologies quantiques et comment est-ce qu'on peut l'optimiser. Parce que ce n'est qu'en comprenant les flux d'énergie, d'entropie et d'information au niveau fondamental, donc typiquement au niveau d'un processeur quantique, si on s'intéresse au coût d'un ordinateur quantique, c'est uniquement en comprenant ce qui se passe à ce niveau-là qu'on va être capable de minimiser ce qu'on va demander à la chaîne de contrôle classique en termes d'énergie. C'est aussi en comprenant bien ce qui se passe au niveau fondamental
qu'on va pouvoir mettre en place des mécanismes smart, des smart scénarios en fait sur le processeur quantique lui-même, de recyclage de l'énergie, etc. Toujours dans le but de minimiser ce qu'on va demander à la chaîne de contrôle classique qui est celle qu'on voit apparaître comme coût macroscopique. Donc, pour moi, là, c'est vraiment les applications immédiates que je vois, qui s'expriment donc plus en termes d'optimisation d'un coût que d'extraction d'une énergie. Très honnêtement, je ne crois pas au moteur quantique qu'on va amplifier et qui va nous fournir de l'énergie verte, etc. C'est vraiment pas ça le point. Le point, c'est comprendre et se servir ensuite de cette compréhension pour, on va dire, inverser les choses et dire maintenant, je vais minimiser mes coûts. Romane, dans un premier temps, ces machines quantiques vont donc plutôt bénéficier aux ordinateurs quantiques pour leur faire économiser de l'énergie. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, en physique quantique, on s'est surtout intéressé au calcul quantique, à la théorie de l'information quantique pour l'ordinateur quantique. C'est quoi quantique ? Mais je viens de vous l'expliquer. Mais si on regardait ça avec une loupe, on verrait exactement ce qu'on voyait il y a 200 ans avec les machines à vapeur, c'est-à-dire des tuyaux qui perdent de la vapeur, un manque d'efficacité, un gâchis d'énergie. En réalité, aujourd'hui, l'ordinateur quantique, c'est finalement des tuyaux un peu troués. Donc, il y a tout à gagner et on ne peut que gagner de l'efficacité grâce, finalement, au principe de la thermodynamique quantique qui vont indiquer comment économiser, comment minimiser la perte d'énergie. Et on parle aussi d'avantages quantiques. Est-ce que ces machines pourraient être plus efficaces que leurs homologues classiques ? C'est une grande question que se posent aujourd'hui les chercheurs à cause du précédent, c'est-à-dire l'ordinateur quantique dont on sait qu'il pourra fonctionner exponentiellement plus vite que n'importe quel ordinateur classique. Et la réponse n'est pas claire aujourd'hui, d'abord parce qu'il est très difficile de comparer une machine classique, une voiture, avec une machine quantique. D'autre part, s'il est toujours possible d'améliorer l'efficacité d'une machine, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'on ne crée pas de l'énergie et du travail à partir de rien. Ensuite, la thermodynamique quantique est une discipline qui est en pleine construction. On n'a pas encore clarifié les lois thermodynamiques à l'échelle quantique. En fait, il n'y a pas de réponse simple. Faut élargir l'horizon, c'est ça ? Voilà, faut sortir de sa petite boîte. Bien sûr, une fois que ces lois auront été clarifiées, il faudra qu'elles ne rentrent pas en contradiction avec la thermodynamique classique à grande échelle, puisque le monde est un et qu'il n'y a pas un monde quantique séparé d'un monde classique. Néanmoins, ce qu'il y a de totalement nouveau dans cette recherche de thermodynamique quantique, c'est l'idée de machines qui vont consommer quelque chose de quantique pour délivrer autre chose de quantique. À Lyon, justement, un moteur purement quantique est en train de prendre corps dans les laboratoires de l'ENS, l'École normale supérieure. Alexia Ofève a participé à sa genèse. Alors, il y a une première qui est en route à l'ENS Lyon. C'est dans le groupe de Benjamin Huard. Donc on travaille là-dessus depuis des années en fait, et on a écrit dans les premiers papiers sur comment extraire de l'énergie de la mesure et au bout de, donc le premier était en 2017 et voilà on est en 2022 et l'article sur extraire de l'énergie de la mesure avec un vrai système physique est en cours d'écriture. Donc, dans l'expérience de Benjamin à l'ENS Lyon, qui est la première à mettre en évidence le fait qu'on peut fabriquer un moteur qui extrait de l'énergie de la mesure, le système qu'il utilise, donc celui qui va fluctuer à cause de la mesure et dont on va extraire de l'énergie utile, c'est un qubit supraconducteur. Donc, c'est un système très très froid, refroidi à quelques millikelvins, qui a deux états, d'énergie bien séparés, un 0 et un 1, et c'est ce système-là donc qu'on va faire fluctuer en le mesurant et dont on va extraire de l'énergie ensuite
sous forme de photons. C'est un champ lumineux micro-ondes en fait qu'on va récupérer. C'est ça qui nous définit le travail utile. C'est combien de photons on va pouvoir extraire de ce moteur. Il faut chauffer d'un côté, à condition de refroidir en permanence de l'autre côté. Une source chaude, une source froide, tel était le principe. On est peut-être en train d'assister à l'émergence d'une énergie d'un nouveau genre, une énergie purement quantique. Est-ce le début d'une révolution énergétique, technologique ? Il est trop tôt pour répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une révolution conceptuelle. Vous venez d'écouter Histoire de science. Pour aller plus loin, vous pouvez lire l'article dont est tiré cet épisode et bien d'autres encore dans Epsilon, le nouveau magazine d'actualité scientifique. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle Histoire de science.